Merci Patrick, merci à tous d'être là, de m'avoir invité, de m'accueillir ici à Dax avec autant d'amitié et de gentillesse, hein, comme d'habitude. Il y a beaucoup de têtes que je retrouve, Alain, Anne, bien sûr Pascal et son épouse Odette, Philippe qui est venu me chercher à la gare, enfin bon voilà, donc plein de connaissances qui finalement, ça fait plusieurs fois que je viens déjà, ça fait trois fois, c'est la troisième fois à Dax avec vous. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est très important, enfin qui est un peu le dérivé de ce que j'ai écrit dans mon dernier livre, hein, que vous connaissez et pour lequel j'ai un petit peu de stock, là à peu près 18 livres à signer après la conférence. Ce livre, vous le savez, il s'appelle « Ce que doit faire le prochain président ». L'idée, c'était vraiment de donner quelques pistes de réforme, un agenda, un calendrier, un chiffrage. C'est ce que j'ai fait avec une annexe, avec pas mal de chiffres, pas mal d'idées de réformes. Maintenant, on est dans le dur du quinquennat, hein, ça y est, c'est commencé. Le gouvernement est aux manettes et le Parlement aussi. La question, c'est qu'est-ce qu'il doit faire maintenant, hein, parce que tout reste à faire. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ces derniers jours, dans les Échos, dans le Figaro, on a pu noter que le taux de prélèvement obligatoire pour 2017 avait encore augmenté. On est à 44,7 alors qu'on était à 44,5. Donc ça n'a pas baissé là pour l'instant, hein. Alors évidemment, il n'y a pas eu de loi de finances rectificative à l'été, ce que nous avons déploré à la Fondation IFRAP, parce qu'on aurait aimé que dès les premiers mois, il y ait des mesures fiscales qui soient prises, y compris en impactant 2017, y compris aussi sur la baisse de la dépense, parce que sur les questions des embauches, ça aurait pu se décider aussi à la mi-année, et c'est pas le choix qui a été fait par le gouvernement. Alors, si on prend chronologiquement ce qui s'est passé là depuis l'élection, il y a eu déjà deux textes importants, si on peut appeler ça des textes. C'est d'abord la réforme du Code du travail, avec les ordonnances, et ensuite la moralisation de la vie publique, avec la loi Confiance. Nous, on avait beaucoup travaillé, hein, sur ces questions, vous le savez, on avait proposé des mesures très claires, hein, sur le droit du travail, sur la question de la cause réelle et sérieuse du licenciement, sur la question du temps de travail, sur la question de la négociation dans l'entreprise directement entre les salariés et l'employeur. Il y a eu beaucoup de débats pendant la campagne présidentielle sur ces questions. Il y a toujours beaucoup de débats, hein. Il y aura demain une mobilisation de la France insoumise contre ce que M. Mélenchon appelle le coup d'État social. Mais en réalité, dans les ordonnances, il n'y a pas autant que ce qu'on aurait pu espérer, hein. C'est beaucoup plus faible, et c'est ce que j'ai expliqué ces derniers jours, mais aussi dans un papier dans le Figaro, peut-être vous avez vu. Ça va dans le bon sens, mais c'est encore très faible par rapport à ce qu'il faudrait pour débloquer la peur de l'embauche dans les TPE, les PME notamment, hein. Parce que c'est ça le sujet. Alors évidemment, il n'y a pas que la réforme du Code du travail qui peut libérer l'emploi, hein. Ce serait illusoire. La question de la compétitivité fiscale, la question des normes, la question de la charge administrative sont des questions tout aussi importantes. Mais là où on peut rester sur sa faim, c'est que finalement le gouvernement a choisi d'être à peu près dans la logique de ce qui avait été celle de François Hollande quand il a fait la loi El Khomri, c'est-à-dire de contourner les problèmes. Sur la question du temps de travail, on pourrait souhaiter légitimement qu'on supprime la référence aux 35 heures comme durée légale du travail de manière hebdomadaire, et qu'on en vienne soit à une définition où on se poserait juste la question de à partir de quelle heure commencent les heures supplémentaires, soit sur l'idée d'une annualisation du temps de travail. Ce que d'ailleurs j'ai proposé dans mon livre, c'est-à-dire de passer à 1750 heures annuelles pour un temps plein, et puis ensuite on s'organise comme on veut au fil de l'année.
C'est pas le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait par le gouvernement, c'est de négocier dans une inversion de la hiérarchie des normes au niveau de l'entreprise, les conditions de travail, le temps de travail. Et le problème, c'est que ça va mettre beaucoup de temps parce qu'il va falloir négocier au niveau de chaque entreprise. Il va falloir négocier aussi avec une difficulté supplémentaire qui est qu'avant la loi El Khomri, on pouvait passer un accord avec les syndicats avec 30%, avec des syndicats représentatifs de 30% des salariés. Maintenant, ça va être 50%. Et j'en parlais l'autre jour avec quelqu'un qui travaille dans une grande entreprise publique qui me disait, nous, on a toujours une dérogation à 30, mais si on est obligé de passer à 50, ça va être l'enfer, on ne pourra plus passer d'accord du tout parce que CGT et Sud, dans cette entreprise-là, représentent 48% des salariés. Et ensuite, il y a plein de petits syndicats qui sont éclatés. Et donc, passer des accords à 50% avec une vraie majorité, c'est pas facile, hein. Ensuite, dans les moins de 20 salariés, le gouvernement a fait passer cette idée d'avoir une négociation en direct. Alors évidemment, c'est beaucoup mieux que ce que voulaient les syndicats. Les syndicats voulaient quoi? Que dans les petites entreprises où il n'y a pas de représentation syndicale et où même il n'y a même pas de représentants des personnels, il y ait des syndicalistes qui soient parachutés de l'extérieur pour aller négocier avec les patrons, hein. C'était ça l'objectif. Alors ça, évidemment, on a évité le pire, hein, parce que c'était quand même exactement ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, la négociation en direct, elle ne pourra aboutir que s'il y a les 2/3, hein, en termes de majorité des salariés. Ce qui est quand même aussi forcément bloquant pour avoir un accord qui est signé au niveau des petites entreprises. Alors, vous voyez comme quoi il y a quand même beaucoup d'éléments qui font que ça va être compliqué de changer le temps de travail, parce que en fait c'est de ça qu'on parle, hein. Quand on parle des accords dans les entreprises, on parle de ça avant tout, hein. Comment faire moduler le temps de travail et faire accepter par les salariés d'être, par exemple, de travailler 39 heures, payer peut-être pas 35 mais 37, avoir moins d'heures supplémentaires, etc., etc. Donc ça, c'est le sujet, à mon avis, numéro 1. Et pourquoi est-ce que c'est ennuyeux qu'on n'ait pas changé ça dans le code? Parce que dans le secteur public, dans la plupart des collectivités, des administrations, et à la Fondation IFRAP, on est bien placé pour le savoir, parce qu'on a beaucoup travaillé sur les bilans sociaux, sur le temps de travail dans les différentes régions, dans les départements, dans les communes, dans les intercommunalités, etc. Et même dans les administrations publiques de l'État, on voit que les administrations ne sont pas aux 35 heures. Les agents font 32, 33, au lieu des 1607 heures annuelles. Ils ont souvent négocié, ils ont souvent négocié moins de temps de travail que le temps de travail normal des 35 heures. Les 1607 heures, dans beaucoup de collectivités, ne sont pas respectées. On peut dire ça de Marseille, hein, où ils ont eu 40 heures de moins par an et par agent, donc ça fait vite beaucoup d'effectifs, hein, mais aussi de Toulouse, mais aussi de la région Nord, maintenant Hauts-de-France, et dans la plupart des départements pour lesquels on a l'information, c'est pareil, on est très largement en dessous des 35 heures. Quand on évalue entre l'absentéisme et le nombre d'heures non travaillées à cause de ça, c'est de l'ordre de 40 000 équivalents temps plein qu'on paye chaque année, mais qui pour autant, en face de quoi il n'y a pas de travail véritable, il n'y a pas de productivité. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que je considère que si le gouvernement ne s'attaque pas à la question du temps de travail dans les entreprises, dans le code, jamais on arrivera à remonter le temps de travail dans les administrations publiques. Et c'est quand même le sujet numéro 1 des 35 heures aujourd'hui. Et ça, moi j'ai échangé avec ceux qui travaillaient sur la réforme, hein, aussi bien à Matignon qu'au ministère du Travail. Et quand je leur disais ça, ils disaient oui, on est bien d'accord, mais bon, nous, on est sur le code du travail et c'est pas notre secteur. Alors, on aura peut-être une circulaire dans la lignée de tous les travaux qu'on a fait, qu'on a menés, toutes les publications, et puis le fait qu'il y ait eu un rapport qui s'appelle le rapport de Philippe Laurent, le maire de Sceaux, sur le temps de travail dans l'administration publique, qui a bien montré qu'il y avait quand même un gros problème d'écart entre les 35 heures normalement effectuées et le temps de travail qui était effectué au réel. Une circulaire qui obligerait les administrations à passer aux 1607 heures. Mais pour l'instant, on ne l'a pas vu, hein.
et elle est en préparation vraisemblablement depuis plusieurs mois. Donc nous, on va pousser pour que cette circulaire sorte, mais pour l'instant, on ne sait pas si elle sortira vraiment. Même si pour l'instant, on a aussi quand même l'assurance que le jour de carence va être remis en place dans le public. Alors là aussi, quand, je ne sais pas exactement, mais normalement ça devrait être effectif prochainement. Si je reviens à la question des ordonnances, le sujet c'est aussi le licenciement. La cause réelle et sérieuse. Nous, on avait proposé à la Fondation IFRAP, Alain s'en souvient, et ça a été un sujet pendant de nombreuses années, une rédaction nouvelle de la cause réelle et sérieuse du licenciement qui permettait en réalité que le pouvoir du juge soit cantonné par rapport à est-ce que c'est un licenciement économique ou est-ce que c'est un licenciement abusif, hein, donc tout ça, c'était l'idée qu'on avait de dire il faut qu'une entreprise qui veut restaurer ses marges, qui veut se transformer profondément, doit pouvoir être considérée comme pouvant licencier économiquement. Alors on avait une rédaction qu'on avait proposée. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que quand on remonte le fil de l'histoire, la première version de la loi El Khomri, avec un article qui était d'ailleurs rédigé par les services de Bercy, avec Emmanuel Macron à Bercy à l'époque, avait beaucoup repris de notre rédaction de la nouvelle définition de la cause réelle et sérieuse du licenciement. Et puis ça a sauté ensuite malheureusement dans la négo avec les syndicats. Et je me souviens d'ailleurs d'une discussion que j'avais eue avec quelqu'un de l'OFCE en marge d'une émission qui m'a dit bah, alors c'est quand même terrible, un gouvernement de gauche, celui de François Hollande, est en train de recopier les rapports de l'IFRAP. Il m'avait dit c'est quand même un comble, un monde, jamais j'aurais pensé voir ça. Puis finalement la mesure n'avait pas été adoptée, mais néanmoins je pense qu'on avait participé à faire réfléchir autour de ces questions. Alors là, le choix qui a été fait par le gouvernement, c'est de revenir sur l'idée de la barémisation des indemnités de licenciement pour licenciement abusif, mais le risque, c'est que le juge mette toujours au maximum de l'indemnisation. Hein. Le barème indicatif qui était dans la loi El Khomri, c'était 24 mois pour 30 ans d'ancienneté. Et là, on passe à 20 mois pour 30 ans d'ancienneté. Donc, c'est pas très différent de ce qui était dans le barème de la loi El Khomri, qui était qu'un barème indicatif, hein, qui n'était pas obligatoire. Après, on va voir comment ça se passe au Conseil constitutionnel, parce que cette mesure a déjà été retoquée précédemment, mais parce qu'ils avaient fait des différences entre les tailles d'entreprise. Moi, je considère que ça ne va pas assez loin par rapport à cette question du licenciement, parce que finalement, on verra avec la jurisprudence des juges qu'on risque d'avoir le maximum à payer, qui est supérieur à la moyenne actuelle, et que finalement, ça ne va pas énormément faire baisser le coût du licenciement. Après, il y a sur les indemnités classiques, où là, le gouvernement a promis 25% d'augmentation, mais en fait, les syndicats sont furieux aujourd'hui parce que ça se limite, je crois, à 10 ans d'ancienneté. Et puis ensuite, alors bon, il y a tout un bras de fer en ce moment sur ce sujet. Sur les seuils sociaux, nous, on souhaitait évidemment les reports de passage de seuil, c'est-à-dire que les obligations à 50, on les passe à 100, voire à 250. Bon. Le choix qui a été fait est un choix qui ressemble d'ailleurs un peu à ce qui était en gestation précédemment avec les réformes Rebsamen, etc. C'est la fusion CHSCT, CE, délégués du personnel. Alors là, on ne sait absolument pas encore si ça va permettre de réduire le nombre de salariés protégés, le nombre de mandats dans les entreprises, on n'en sait rien. Parce que ça n'a pas été tranché à l'heure actuelle. Hein. Dans les ordonnances, ça ne figure pas. Et pourquoi ça ne figure pas? Parce que les syndicats ont refusé qu'il y ait quelque chose dans l'ordonnance elle-même sur ce sujet. Donc ça va être tranché par un décret. Décret sur lequel les organisations syndicales, et c'est pour ça qu'il y a la CFDT routier qui s'est mis dans la danse ces derniers jours et tout, et que FO est revenu un peu, alors on a FO national, mais on a FO au niveau local qui n'est pas toujours aligné, parce qu'ils essaient de faire pression sur le gouvernement pour qu'il n'y ait pas de perte en termes de nombre de mandats et en termes d'heures de délégation.
et en termes de nombre de salariés protégés. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a plus de 700 000 mandats dans les entreprises en France et il y a à peu près 600 000 travailleurs protégés. Le but de la fusion de tout ça, pour que ce soit efficace, ce serait qu'on réduise le nombre d'heures de délégation, qu'on réduise le nombre de mandats, le nombre de salariés protégés. Hein. Mais attention, la loi El Khomri était allée exactement dans le sens inverse et avait augmenté le nombre d'heures de délégation. Et ce qu'a dit le gouvernement à certains moments, alors moi ils m'ont dit mais oui ça va réduire etc. Mais pour l'instant j'ai rien vu. Et ce qu'a dit le gouvernement c'est qu'il transférerait des heures de délégation en heures de formation syndicale. Donc pour l'employeur ce sera toujours autant de temps perdu, payé mais perdu pour l'entreprise. Hein. Donc là j'attends de voir. C'est ce que j'ai expliqué dans les papiers qu'on a sortis ces derniers jours sur le sujet. On attend de voir ce qui va se passer. Et j'ai peur que les syndicats soient à fond pour empêcher qu'il y ait une vraie amélioration de ce côté-là. Parce que là, on parle des travailleurs qui sont protégés dans l'entreprise, mais il y en a aussi énormément dans tout le service public. Hein, et là aussi, il faudrait réduire. Alors, on a du mal à évaluer, mais on pense que c'est plus de 100 000 dans l'ensemble du secteur public, et sans compter les mises à disposition de personnel, etc., etc. Donc là, on va sortir une étude à la Fondation IFRAP sur ces questions du syndicalisme, parce qu'on pense que c'est absolument fondamental de le sortir en ce moment. On est en train de finaliser tout ça, parce que là aussi, les ordonnances ne reviennent pas sur la question du monopole syndical du premier tour. Hein. Voilà. Et ne reviennent pas non plus sur un sujet qui nous est cher, qui est celui du financement des syndicats. Dans la loi d'habilitation, si vous l'avez un peu regardé cet été, il y avait l'idée qu'on pouvait aussi, dans les ordonnances, hein, le Parlement avait donné son feu vert, dans les ordonnances, on devait pouvoir faire une proposition de chèque syndical qui aurait remplacé potentiellement tout ou partie du financement paritaire. Bon, ça c'est dans l'idéal, hein, mais bon, après il faut des étapes. Et pour l'instant, il n'y a rien dans les ordonnances là-dessus. Parce que toute la méthodologie et toute la stratégie du gouvernement, ça a été de dire, attention, si vous êtes trop contre nos ordonnances, nous on fait passer une loi de moralisation de la vie syndicale. Et on change vos modes de financement. Mais malheureusement, ils ont quand même lâché beaucoup de choses, puisque les branches restent toujours beaucoup plus importantes en termes de décision que les entreprises. Hein. Pour la plupart des sujets, il y a toujours une suprématie de la branche. Et d'ailleurs, la question par exemple du CDD, du nombre de renouvellement du CDD, je ne sais pas si vous avez suivi cette question, au niveau de la branche, maintenant on pourra décider de renouveler les CDD plus de 2 fois. Mais il faut que la branche le décide. Ils pourront aussi potentiellement allonger la durée. Mais ça, par exemple, les Italiens, quand ils ont réformé leur droit du travail, ils n'ont pas du tout fait comme ça. Ils ont décidé que les CDD puissent aller jusqu'à 3 ans au total, avec 5 renouvellements possibles à l'intérieur des 3 ans. Et ça, ils l'ont fait dans le code. Mais nous, on ne le fait pas dans le code. On dit qu'on peut déroger au code, au niveau de la branche, mais il faut que la branche le décide, et donc il faut un accord entre le patronat et les syndicats de salariés au niveau de la branche. Donc c'est pas simple non plus. Et le CDI de chantier dont nous a parlé le gouvernement et qui est dans les ordonnances, ce CDI de chantier, c'est très important, c'est très bien de pouvoir le faire, mais le problème c'est que si la branche ne vous autorise pas à le faire, votre entreprise ne peut pas le faire. Ne peut pas embaucher par CDI de chantier. C'était un débat que j'avais hier avec le directeur de l'humanité sur LCI, parce qu'il dit, voilà, avec le CDI de chantier, c'est horrible, etc. Les entreprises pourront faire n'importe quoi. Et je lui dis, mais vous oubliez quand même de dire qu'il faut que la branche accepte avant que le CDI de chantier soit appliqué dans cette branche-là. Et donc, voilà. C'est pour vous dire que ça va mettre beaucoup de temps à percoler, en fait. Hein. Il peut y avoir des choses bien, mais c'est pas immédiat. Et c'est pas les choix qui ont été faits ailleurs. Ailleurs, ça a été beaucoup plus tranché parce que moi j'aime bien revenir à ce qu'avait fait Martine Aubry finalement. Quand elle a mis les 35 heures en place, elle s'est pas dit je vais demander à chaque entreprise de faire des accords pour décider s'ils veulent baisser le temps de travail ou pas. Ils sont allés de manière beaucoup plus frontale et ils ont obligé tout le monde à adopter les 35 heures. Pour revenir en arrière, vous voyez qu'on a une méthode qui est quand même beaucoup plus lente. Et il est vraisemblable
quand on fera un point, parce qu'il faudra faire un point d'ici 2 ou 3 ans sur le nombre d'accords qui ont été passés dans les entreprises, etc., peut-être qu'on sera étonné du fait qu'il n'y a pas eu autant d'accords que ça. Parce qu'à la fois les 50% et à la fois le fait que ce soit une majorité des 2 tiers pour les entreprises de moins de 20, forcément c'est autant de difficultés quand même. Alors là où les syndicats sont furieux, c'est évidemment qu'on peut négocier en dehors de leur gouverne. Alors ça leur plaît pas. Alors ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est de toute façon arriver à faire en sorte que nos syndicats soient beaucoup plus pro-réforme qu'ils ne le sont aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce sont avant tout des syndicats qui sont dans la vision du blocage permanent. Donc nous, ce qu'on propose, c'est tout simplement de supprimer tous les financements publics, les financements paritaires, les subventions, il n'y en a pas tellement, mais c'est surtout des financements paritaires qui arrivent des caisses primaires d'assurance maladie, qui arrivent maintenant de ce qui a été changé, qui était la formation professionnelle avant, le FONGEFOR et le Préciput, qui arrivait directement de la formation professionnelle. Maintenant, c'est une taxe, qui est prélevée au niveau de la part employeur, de 0,016%. Et cette taxe, elle rapporte quand même plus de 100 millions d'euros par an directement aux centrales syndicales. Et c'est partagé entre le patronat et les syndicats de salariés. Donc là, il y a une remise à plat totale du financement syndical qu'il faudrait arriver à faire avec cette idée du chèque syndical pour avoir plus de syndiqués. Parce que le problème, c'est que pourquoi nos syndicats sont aussi remontés en permanence contre les réformes, c'est d'abord parce qu'ils représentent beaucoup plus la fonction publique que le secteur privé. Il y a 1 million de syndiqués dans le public et il y a seulement 500 000 syndiqués dans le secteur privé. Donc déjà, vous voyez un déséquilibre. Et j'avais l'autre jour un représentant de la CGT face à moi sur BFM qui me disait Madame Verdier-Molinier, ce que vous voulez, c'est que derrière la réforme du Code du travail, il y a une réforme du statut. Et nous, pourquoi on est dans la rue? C'est parce qu'on ne veut pas de réforme du statut. Donc ils disent très clairement qu'en réalité, de toute façon, ce qu'ils visent, c'est qu'on ne touche pas au statut public, aux retraites publiques et au temps de travail public, etc., etc. Et le fait d'empêcher d'avoir des réformes plus concrètes, c'est exactement ce que je vous ai dit sur les 35 heures tout à l'heure, évidemment, ça ne va pas aller jusqu'à permettre de faire réformer le secteur public. Donc là, il faut être bien conscient que si on veut gagner la bataille sur le long terme de la réforme, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de salariés du secteur privé syndiqués avec des syndicats plus modérés. C'est tout l'enjeu. Nous, on n'a que 8% de syndiqués en France, c'est très faible. Et encore, c'est encore plus faible que ça dans les entreprises, c'est de l'ordre de 6 ou 7%. Et le gros bataillon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est 16 à 17%, là c'est dans le secteur public. Alors cette question-là, nous on va essayer de la mettre sur le devant de la scène. Je sais qu'au gouvernement, ils réfléchissent un peu sur ces questions. Parce qu'il y a tout un problème quand même, parce que dans la loi de 2008 qui portait rénovation de la démocratie sociale, on avait fait passer avec Bernard Zimmern, le fondateur de l'IFRAP, notre président d'honneur, on avait fait passer une mesure pour que les syndicats soient obligés de déposer leurs comptes. Donc ça a été quand même un succès. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas obtenu la consolidation totale des comptes. C'est-à-dire que chaque syndicat dépose ses comptes, mais que si vous voulez avoir une vision globale des comptes de la CGT ou de la CFDT, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faudrait à minima déjà qu'on obtienne une consolidation sur l'ensemble du territoire, de l'ensemble des ramifications, parce que vous savez que dans les syndicats, il y a les syndicats, il y a les unions, il y a les fédérations, il y a la confédération, et tout ça c'est morcelé, c'est parcellaire, et vous n'avez pas d'information globale. Si on veut arriver à faire en sorte qu'on n'est plus un syndicalisme d'adhérents, il va falloir avoir une vision globale justement sur cette question. Une des mesures qu'on propose, c'est de dire on ne peut pas financer à plus de 50% par de l'argent public. S'il n'y a pas 1 euro de cotisation en face, il n'y a pas 1 euro de financement public en face. Ça pourrait déjà être une règle à adopter qui serait cohérente. Mais pour avoir le vrai nombre, les vrais montants de cotisation et le vrai nombre d'adhérents, c'est très très compliqué. Parce qu'il y a des ramifications entre les uns et les autres. Ils se reversent des crédits qui sont parfois versés par les caisses sociales et on ne sait pas ce qui vient de la caisse sociale, ce qui vient des adhésions, etc., etc. Donc là, on a potentiellement, et c'est pareil du côté du patronat, parce que moi je fais beaucoup de conférences devant les MEDEF territoriaux, il y a des questions sur le financement aussi du côté du patronat, parce que ce financement par le paritarisme, par cette cogestion,
des caisses de sécurité sociale, que ce soit les caisses primaires d'assurance maladie, les CAF, donc les caisses d'allocation familiale, le chômage, l'AGIRC, l'ARCO, la retraite de base, etc. C'est autant de sédimentation du système qui fait qu'à aucun moment, ni les syndicats de salariés, ni le patronat ne remet en question le fait qu'on ait autant d'étages dans notre système de retraite, autant de caisses différentes, autant de niveaux aussi pour l'assurance maladie, plus maintenant les complémentaires santé obligatoires, avec des coûts de gestion qui sont énormes. Pourquoi? Parce que dans le paritarisme, avec cette gestion entre les syndicats du patronat et les syndicats de salariés, on voit bien que chacun y trouve son compte pour ne pas bouger les choses. Hein. Et ça, moi je l'ai vu dans plusieurs interventions que j'ai faites. Souvent, y compris du côté patronal, on me dit bon, tu taperas pas trop sur le syndicalisme, sur le paritarisme, parce que quand même, voilà. Et il faut savoir que les mandats de représentation dans les caisses, hein, les mandats d'administrateurs, sont très prisés hein, aussi du côté patronal. Parce que ça vous donne une visibilité, parfois vous êtes président de la caisse machin, de l'URSSAF, etc., etc. Et même si souvent ce sont que des mandats honorifiques, c'est très prisé quand même à l'intérieur du système paritaire et du système même, y compris dans la représentation patronale. Et là, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je pense que le gouvernement, Emmanuel Macron en a un peu parlé pendant la campagne en disant qu'il fallait que sur le chômage ce soit l'État qui reprenne la main, qu'il n'y avait pas de raison que l'État soit garant des 30 milliards de dettes de l'UNEDIC et que de l'autre côté il ne gère pas. Mais aujourd'hui on ne sait pas s'il va aller jusqu'au bout de la logique. Et aller au bout de la logique, ça aurait aussi voulu demander plutôt qu'on soit très équitable sur la question de qui cotise pour l'assurance chômage. Parce qu'en fait, grosso modo, aujourd'hui, les salariés du privé cotisent pour les intermittents du spectacle, pour les gens qui sont en intérim, etc., etc., tandis que les salariés du public ne cotisent pas. Donc là, on atteint aussi toutes les limites des propositions du gouvernement, parce que quand on nous dit on va basculer sur de la hausse de CSG pour que le financement de l'assurance chômage soit plus équitable et plus élargi, que se passe-t-il? Enfin, on dit bah oui, alors on supprime la cotisation chômage de 2,4 des salariés du privé, on supprime les 0,75 de l'assurance maladie pour les salariés du privé. De l'autre côté, les agents publics, bah, ils n'ont pas les 0,75, ils cotisent pas sur l'assurance maladie, et ils n'ont pas les 2,4 de l'assurance chômage. Alors donc on dit bah oui, bah alors le problème c'est que eux, on va leur entamer leur net, et donc on va les compenser. Alors ça va coûter 2 ou 3 milliards d'euros de compenser la hausse de CSG des agents, alors que l'idée de départ c'était de dire on va étaler, enfin comment dire, rééquilibrer le financement du chômage entre ceux qui ne payent pas aujourd'hui pour le chômage et ceux qui payent. Alors on leur supprime la cotisation de 1% de solidarité qui rapporte à peu près un peu moins d'1 milliard d'euros, qui était la seule cotisation qu'ils payaient pour le chômage. Mais là il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait cohérent, quoi. Hein, parce que cette compensation totale, alors évidemment la compensation totale elle n'est valable que pour ceux qui sont aujourd'hui déjà embauchés. Pour ceux qui vont arriver dans l'emploi public dans les prochaines années, il n'y aura pas de compensation. Mais le risque avec des réformes comme celle-là, je pense aussi à la réforme des retraites par analogie, c'est-à-dire si on ne traite que le flux et pas le stock, c'est-à-dire si on applique les réformes que sur ceux qui vont rentrer et pas sur ceux qui sont déjà dans l'emploi public, la difficulté c'est qu'on met 40 ans ou 20 ans avant que ça permette de faire de réelles économies. Parce que évidemment sur les sujets des retraites, si on ne fait pas de la convergence des modes de calcul en travaillant sur la question de ceux qui sont déjà dans l'emploi public, on fait très très peu d'économies. Alors c'est toute la question en fait de quel est le niveau d'exigence de la réforme. Parce que vous pouvez très bien dire on va permettre à ce que tout le monde ait des systèmes de retraite équitables, faire converger tout le monde sur 1 euro de cotisation donne le même nombre de centimes d'euros en face de retraite. Mais le problème, c'est que
derrière, l'application peut être tout à fait divergente par rapport à ce qui a été annoncé. Par exemple, comment comprendre que dans le projet du gouvernement, il y ait l'idée d'une réforme des retraites systémique avec cette idée d'arriver à un système par points, etc., mais qu'il n'envisage pas que ça permette des économies. C'est pas logique. Parce que normalement, si vous avez une convergence des modes de calcul, nous on l'a calculé à la Fondation IFRAP, rien que sur la question de faire converger les régimes spéciaux et à l'intérieur de ces régimes spéciaux, le régime public en général, enfin celui de l'État, celui des collectivités et celui des hôpitaux, normalement c'est 3 ou 4 milliards d'euros d'économies par an. Parce que les retraites sont très divergentes entre un agent public et un salarié du privé. On l'a fait, cette évaluation, sur un cas concret. Un professeur du privé sous contrat face à un professeur du public, vous avez un écart de 100 à 150 000 euros en termes de retraite, sur la durée de la retraite, en défaveur de l'enseignant du privé sous contrat. Et ça, c'est... Voilà. Mais on le retrouve ça dans nos études de la Fondation IFRAP, quand on compare le prix par élève et par an dans l'éducation entre l'enseignement privé sous contrat et l'enseignement public. Il y a quelques années, on arrivait à 22 milliards d'euros d'écart si on appliquait le tarif du public par élève, si on appliquait le tarif du privé sous contrat au public, et maintenant on est à 30. Et un tiers de cet écart, c'est les retraites. Les retraites des agents enseignants de l'éducation nationale. Donc c'est quand même intéressant de se dire, pour l'instant, on nous annonce une réforme systémique sans économie, en plus qui ne prendra en fait effet qu'à partir de, si on a bien compris, de 2022 ou 2023, donc à la fin du quinquennat. Mais je pense qu'en réalité, ils ne vont pas pouvoir faire ce qu'ils ont annoncé, parce que ils vont être confrontés à un problème. C'est que les économies qu'ils ont annoncées, là, les 16 milliards pour 2018, on est en train de regarder ce qui va sortir dans le projet de loi de finances 2018, on n'arrive pas à les faire. Dans les 16 milliards, il y a très très peu qui sont de véritables économies. Et les seuls facteurs d'économie vraiment importants, je l'explique dans mon livre, hein, c'est les retraites et la masse salariale publique. Là, vous avez de quoi faire des économies. Ensuite, vous avez les dépenses des collectivités locales. Il y a de la rationalisation à faire et les dépenses de gestion au niveau social et sur l'assurance maladie. Mais vraiment, le gros morceau des économies qu'on peut faire, il est dans les retraites et il est dans la dépense de masse salariale publique. Et là, c'est une question de report de l'âge. Et je pense qu'ils vont devoir y arriver. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir faire pour arriver à baisser la pression fiscale, sauf à s'arrêter vraiment au milieu du gué. Et de l'autre côté, faire une réduction du nombre d'agents plus importante. Et ce qui est inquiétant, avec l'idée que la croissance est meilleure que prévu en 2017 et en 2018, vous avez vu les prévisions du gouvernement, hein, ils disent qu'on sera à 1,7 ou 1,8 de croissance l'année prochaine. Eh bien, ils ne suppriment que 1600 ou 1800 postes au niveau de l'État l'an prochain. Alors que l'objectif pour l'État, dans les 120 000 postes annoncés par Emmanuel Macron en campagne, c'était 50 000. Alors, je ne sais pas comment on fait 50 000 si on fait 2 000 par an, c'est pas possible. Donc là, il y a une vraie question. Et au niveau des collectivités locales, c'est pareil. Ils ont annoncé 70 000. S'ils ne mettent pas en place des ratios de bonne gestion, négocier avec les collectivités, parce que là, pour l'instant, on est toujours sur la dotation globale de fonctionnement. On dit qu'il va falloir avoir 13 milliards d'euros d'économies à l'issue du quinquennat sur les collectivités locales. Mais on nous dit aussi que ces 13 milliards seront uniquement évalués par rapport au tendanciel de hausse de la dépense. Waouh! Ça veut dire pas d'économie en réalité. Nous, ce qu'on dit à la Fondation IFRAP, c'est on arrête avec ça et on fait des ratios de bonne gestion, on se fait un pilotage collectivité par collectivité, mais on est en train d'essayer de construire quelque chose d'intelligent là-dessus. C'est pas facile. En tout cas, je sais que chez Gérard Collomb, ils réfléchissent aussi beaucoup sur ces questions.
Et ils ont cette fibre-là, puisque Gérard Collomb a quand même été, même si c'est pas parfait, à l'instigation de l'idée de fusionner le département du Rhône et la ville de Lyon, le Grand Lyon. Il a compris qu'il y avait trop d'échelons, trop d'élus, voilà. Mais si on n'a pas un outil, comme ont fait les Italiens, avec des objectifs à atteindre, je ne vois pas comment on va sortir de cette logique qu'on a à l'heure actuelle, qui est toujours de récompenser les mauvais gestionnaires et de pénaliser les bons gestionnaires. Parce que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Celui qui gère très mal, il va avoir de la péréquation, il va avoir de la dotation globale de fonctionnement. Et celui qui gère bien, on va lui dire « Ah ben, vous gérez trop bien, augmentez vos impôts, vous avez un potentiel fiscal qui n'est pas utilisé à son maximum. » Et là, il faut boucler avec la question de comment on fait pour arriver à attirer des entreprises si on vous dit toujours d'augmenter votre fiscalité, notamment vos taxes foncières quand on parle des départements vis-à-vis des ménages mais aussi des entreprises. Il y a la question des taxes sur la production, qui est un sujet très très important, qui finance beaucoup les collectivités locales. C'est un sujet qu'on a beaucoup fait émerger à la Fondation IFRAP, qui a un petit peu émergé dans la campagne présidentielle, mais pas assez à notre goût. C'est 70 milliards d'écart avec l'Allemagne. Ces taxes sur la production, c'est à peine vous ouvrez votre entreprise, vous ne faites pas encore de bénéfices, vous avez déjà à payer la CVAE, l'IFER, la taxe transport, etc., etc. Et ça, c'est 72 milliards de recettes annuelles. C'est plus de 2 fois l'impôt sur les sociétés. C'est 31 milliards d'impôt sur les sociétés. Donc quand le gouvernement nous dit « je vais baisser l'impôt sur les sociétés », c'est bien. Mais quand vous faites une comparaison internationale et que vous regardez les écarts avec le Royaume-Uni et avec l'Allemagne, en termes de points de PIB sur l'impôt sur les sociétés, on est à peu près dans les clous. Mais en termes de taxes sur la production, on est beaucoup, beaucoup plus cher. On avait fait la comparaison avec une entreprise de taille intermédiaire dans la métallurgie, entre la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. En France, elle payait 1 million d'euros de taxes sur la production, et en Allemagne, elle en payait 50 000 euros, avec le même chiffre d'affaires. Vous voyez l'écart pesant sur cette entreprise, entre la même entreprise, entre les deux pays. Ces taxes sur la production, je pense qu'il va falloir faire beaucoup de pédagogie pour expliquer qu'il va falloir les baisser, qu'il va falloir en reporter une partie au niveau de l'impôt sur les sociétés. Et quand je dis ça au gouvernement, ils me disent « bah oui, mais nous on veut faire baisser facialement le taux d'impôt sur les sociétés ». Alors si on remet des parts de taxes sur la prod au niveau de l'impôt sur les sociétés, là, ça va être terrible, ça va réaugmenter le taux. Je dis oui, mais les investisseurs étrangers ou celui qui investit en France, mais qui n'est pas étranger, mais qui connaît bien le système, il sait très bien qu'il y a des taxes sur la production à payer, il n'est pas aveugle. Et on est toujours dans des contournements, en fait, un affichage, c'est-à-dire on va afficher un taux d'impôt sur les sociétés plus faible, mais on va occulter le fait qu'on a toujours ces taxes sur la production qui sont extrêmement élevées. Moi, je pense que ça empêche beaucoup de création d'entreprises au niveau des territoires. Et la semaine prochaine, je serai à Orléans pour parler devant à peu près 1000 personnes, tous issus du monde des régions de France, parce que c'est l'Association des régions de France qui organise cette conférence. Et je vais leur parler de ce problème en leur disant, voilà, c'est le rôle aussi des régions qui ont la mission d'attractivité économique, de comprendre que la fiscalité est très importante dans l'attractivité économique du territoire. Et on a regardé, on a travaillé avec les MEDEF là-dessus. Plus vous avez de taxation par salarié sur la production, on a regardé ça par département, par région, plus vous avez de chômage. Alors, c'est peut-être pas complètement corrélé, c'est peut-être pas, voilà, mais là où il y a moins de taxation, vous avez moins de chômage. Donc, je pense qu'il y a toute une pédagogie à faire auprès des présidents de région sur ces questions. Moi, j'avais déjà commencé à le faire auprès d'Alain Rousset quand il était président de l'Association des régions de France. Là, je le fais avec Philippe Richert, qui est président de la région Grand Est et qui est à la tête maintenant des régions de France. Je leur parlerai de ça la semaine prochaine. J'aimerais leur parler aussi de toute la question de la fiscalité du capital, parce que le gouvernement a compris que c'est pas en ayant une fiscalité du capital
qui soit alignée sur celle du travail, qu'on va arriver à attirer des investisseurs en France et à créer de la valeur ajoutée et à créer de l'emploi. Donc là, il y a déjà une première étape du raisonnement qui a été franchie. Sur les ménages, il y a 40 milliards d'euros d'écart entre la France et l'Allemagne, hein, sur la taxation du patrimoine, des revenus du capital, etc. Là, ce que nous propose le gouvernement, c'est 4 à 5 milliards de baisse. Alors, à mon avis, c'est un peu plus, parce que je ne sais pas si vous avez vu les échos d'aujourd'hui, ils disent qu'il n'y aura plus que 850 millions d'euros de recettes de l'ISF. Hein. Alors qu'on était... voilà, on va voir. On va voir. Sur le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus du capital, donc on revient à un niveau de 30%. Nous, on dit à la Fondation IFRAP, c'est déjà une première étape, mais attention, les autres, ils sont meilleurs que nous. Hein? J'étais à Bruxelles là, il y a 2 jours, j'intervenais devant 150 expatriés français, je leur ai dit, voilà, qui dans la salle est prêt à revenir en France? Levez la main. Il n'y en a pas un seul qui a levé la main. D'accord? Ils ne sont pas prêts. Pourquoi? Parce que le prélèvement forfaitaire libératoire, c'est bien, mais par rapport à ce que paient les Allemands, ou par rapport à ce que paient les Belges, il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de taxation des plus-values de cession. Hein? Il y a une taxation sur les dividendes, mais il n'y a pas sur les plus-values de cession. Moi, j'avais proposé au gouvernement, et puis pendant la campagne présidentielle, de supprimer complètement la taxation des plus-values de cession dans les TPE, les PME, les ETI. Pourquoi? Parce que d'abord, je pense que ça ne rapporte rien au Trésor, mais j'arrive pas à savoir quel est le montant collecté grâce à ça. C'est impossible. À Bercy, ils disent qu'ils n'ont pas les chiffres. Et j'ai fait poser la question par plusieurs parlementaires. Impossible d'avoir l'info. J'en ai parlé avec de nombreux fiscalistes, personne ne sait. On pense que c'est moins d'1 milliard. Pour moins d'1 milliard, on pourrait déjà avoir un avantage comparatif qui ne serait pas négligeable. Dire, on ne taxe pas quand on a monté sa boîte, on la cède, on ne taxe pas. Et comme ça, il reste, et il réinvestit, et il investit peut-être dans les projets des autres, etc. etc. Tout le sujet, c'est ça. C'est aussi de recréer une chaîne de financement des aventures entrepreneuriales dans les territoires, entre ceux qui ont réussi, ceux qui sont en train de créer, financer les jeunes pousses par ceux qui ont déjà l'expérience, merci. Et cette idée-là, je crois qu'il faut encore la défendre, parce que pour l'instant, il n'y a pas les leviers qui vont permettre de véritablement drainer le capital vers la création d'entreprises, vers le démarrage, etc. Merci. Cette semaine, j'ai eu un appel du nouveau directeur de l'ancienne APCE. Alors, ils ont rebaptisé le truc. Maintenant, c'est l'Agence pour les entreprises, je ne sais pas quoi. Et c'est très intéressant parce qu'ils me disent, nous, on veut travailler avec l'IFRAP parce qu'on aimerait pousser... Alors, c'est une agence publique, mais ils aimeraient qu'on les aide à pousser des idées vis-à-vis du gouvernement. Je trouve ça très amusant. Surtout le nombre de fois où on a critiqué cette agence par le passé. Mais ils ne sont pas du tout rancuniers et ils ont très envie qu'on les aide sur ces questions. Moi, je dis d'accord. Pourquoi? Parce que avec la mesure ISF-PME qui va disparaître, vous savez qu'on a été beaucoup à l'origine de cette mesure ISF-PME, ça a permis quand même de rendre l'ISF un peu plus supportable pendant plusieurs années. Ça a permis aussi de financer beaucoup d'entreprises. Beaucoup nous ont critiqué sur la mise en place de cette réforme, mais je crois quand même que dans l'ensemble, ça a été positif. Des Blablacar, les Michel et Augustin ont été financés en premier par cette mesure, hein, grâce à ça, avec de l'ISF-PME au départ. Donc des belles entreprises françaises qui se développent aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on remplace cette mesure par une mesure sur l'impôt sur le revenu, qui existe déjà, mais qui est plafonnée par le plafond global des niches à 10 000 €. Donc il ne sert à rien pour l'instant. Donc je suis allée voir à Matignon, avec un ancien conseiller d'Hollande. Je suis allée voir les conseillers fiscaux de Matignon et l'Élysée. Et on leur a présenté cette idée d'IR-PME non soumis au plafond global des niches. Avec des plafonds beaucoup plus importants. C'est-à-dire si vous investissez 1 million d'euros dans une entreprise, que vous êtes un couple, 500 000 chacun, vous pouvez déduire jusqu'à 30% de l'investissement de votre impôt à payer, et puis vous ne payez pas de taxation sur les plus-values de cession à la sortie, au bout de 3 ans de détention. Voilà le pitch de la proposition. Mais si ça reste sous le plafond global des niches, ça ne sert absolument à rien. Alors ce qu'on nous a répondu, c'est que ce n'était pas constitutionnel.
Alors, mais ça, c'est toujours ce qu'on nous répond. Dès qu'on propose un truc, et c'est pas constitutionnel. Donc, on a fait une note pour montrer que c'était constitutionnel. Il y a 2 mesures qui permettent de réduire son IR aujourd'hui de manière quand même assez considérable, c'est les dons. Bon, je ne vais pas dire que c'est pas bien, parce que évidemment, la Fondation IFRAP en bénéficie, dont sur l'ISF, sur l'IR et sur l'IS, donc voilà. Mais donc sur l'IR, c'est concerné. Et il y a le Malraux aussi, hein, les monuments historiques, qui permettent quand même de réduire considérablement l'impôt sur le revenu à payer et qui n'est pas soumis au plafond global des niches. Donc pourquoi est-ce que l'investissement dans les PME, les TPE ne serait pas prioritaire aussi du point de vue même du Conseil constitutionnel? Je pense que ça se défend. En tout cas, pour le PLF 2018, on déposera des amendements là-dessus. On fera tout pour qu'il y ait en tout cas un débat à l'Assemblée et au Sénat sur ces questions. Pourquoi? Parce que ça nous paraît primordial de flécher directement du capital vers les jeunes pousses, vers les nouvelles entreprises. Et je pense que les présidents de région devraient être les premiers à faire du lobbying pour faire passer ce genre de mesures. Pourquoi? Parce que la mesure telle qu'on la propose, c'est de l'investissement direct. Donc c'est très important au niveau du territoire parce que c'est pas, on ne passe pas par un fonds qui va financer une entreprise, une PME en Allemagne ou ailleurs. Donc il y a vraiment une notion aussi de garder, de créer de l'emploi, de garder du capital sur les territoires et d'avoir cette disons, ce renouvellement schumpeterien qui peut se faire en permanence et qui nous manque aujourd'hui, hein, parce que quand GMS est en difficulté dans la Creuse, pourquoi est-ce que tout le monde est catastrophé? Ben, c'est parce qu'on sait que derrière il n'y a pas la relève qui arrive, parce que le tissu entrepreneurial est très faible et au niveau industriel on le voit, c'est terrible. On a perdu 1 million d'emplois ces dernières années dans l'industrie en France. Pendant que les Allemands étaient en train de consolider à fond leur Mittelstand, hein, leurs grosses PME exportatrices qui sont familiales, qui ont, ils font tout les Allemands pour, c'est ce que j'explique aux Échos là, ça va sortir la semaine prochaine. Parce qu'avec les élections législatives en Allemagne, tout le monde se pose beaucoup de questions sur le modèle allemand. Mais le modèle allemand, pourquoi est-ce qu'il est si performant? C'est parce que chaque fois qu'ils votent une loi, chaque fois qu'ils sont sur un amendement, sur une nouvelle mesure, sur une mesure fiscale, etc., ils se posent la question de est-ce que ça va favoriser l'emploi ou est-ce que ça va détruire de l'emploi? Est-ce que ça va favoriser les entreprises ou est-ce que ça va leur mettre plus de charges administratives? Nous, en 2008, avec la révision générale des politiques publiques, on avait créé un outil pour évaluer en temps réel la charge administrative des entreprises. On ne l'a jamais utilisé. Il manquait 10 millions d'euros pour le finaliser. Ils ont décidé à l'Elysée à l'époque, c'était sous la droite, qu'ils n'avaient pas ces 10 millions d'euros, donc tant pis. Pendant ce temps-là, les Allemands et les Hollandais, ils ont créé les outils pour le faire. Et maintenant, ils sont tout le temps en permanence en train d'évaluer la charge administrative de leurs entreprises. Ils ont fait baisser de 48 milliards ces dernières années la charge administrative en Allemagne. Petit à petit, ils arrivent à réduire le nombre de normes, le nombre de lois, la réglementation, etc. Et nous, pendant ce temps-là, on n'évalue rien. On ne sait pas. Moi, j'ai connu les 2 personnes qui avaient été nommées par François Hollande. D'ailleurs, le décret n'a pas été re-signé là, dernièrement par le gouvernement. Donc, le Conseil de la simplification, il a disparu. Il y avait 2 personnes. 2. Personne à leur disposition, pas un agent, rien. Pas un statisticien. En Allemagne, ils ont fait quoi? Ils ont créé un Normenkontrollrat. C'est un organisme qui est complètement indépendant, avec que des personnalités qui sont en dehors de la fonction publique et en dehors de la politique, et qui ont 60 personnes en permanence de Destatis, qui est l'équivalent de l'INSEE, qui travaillent pour eux. Ce qui permet quand même de... J'ai rencontré le président du Normenkontrollrat au Sénat il y a quelques mois. Il est remarquable. Il a une indépendance, il connaît l'impact de tous les textes sur la charge administrative des entreprises. Nous, le seul chiffre qu'on ait, c'est un chiffre de 95 pondu par l'OCDE, on ne sait pas comment, comme quoi la charge administrative des entreprises en France serait de 80 milliards d'euros. Mais on n'en sait rien. Donc nous, on va faire pression sur le gouvernement pour faire en sorte qu'il crée un véritable système d'évaluation. Et on en parle aussi avec les équipes de François de Rugy à l'Assemblée nationale pour avoir cette évaluation en permanence. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact sur le prélèvement à la source dans la loi de finances 2017 ? Nous, on considère que ça coûte 2 milliards d'euros. Alors, heureusement, le gouvernement actuel a repoussé au calendrier grec l'application du prélèvement à la source par les entreprises. Mais
là, c'est pas normal que les parlementaires votent une mesure sur laquelle on ne connaît pas l'impact et quel coût pour les entreprises. Idem sur la question du compte pénibilité. Là aussi, heureusement, le gouvernement a un peu supprimé toutes les histoires il fallait regarder le pourcentage, le temps passé avec une inclinaison de tant de pourcents du corps. Enfin bon, c'était complètement dingue en termes d'application dans une entreprise. D'ailleurs, il y a eu un rapport interne à l'administration qui a conclu qu'il ne pouvait pas adopter l'évaluation des critères de pénibilité parce que c'était trop compliqué. Et ils l'ont écrit noir sur blanc. Aucun problème pour l'écrire. Donc ils voulaient imposer aux entreprises quelque chose que l'administration elle-même reconnaît être bien incapable d'appliquer pour ses propres agents. C'est quand même assez dingue. Et ça, c'est truffé de choses comme ça. Quand on travaille un peu sur ces sujets de politique publique, on est ébahi au fil des ans de retrouver toujours ce genre de mesures qui sont applicables pour le privé, mais surtout pas pour le public. C'est pareil pour les questions de précarité. On nous dit toujours qu'il y a de la précarité dans le privé, c'est affreux, les entrepreneurs sont horribles, ils précarisent les gens. Quand on regarde le nombre de contrats à durée déterminée en proportion dans le secteur public et dans le secteur privé, le secteur public supplante le secteur privé. Il y a plus de contrats à durée déterminée en moyenne dans le public que dans le privé. Mais personne n'en parle. Pourtant, ce sont des chiffres tout à fait officiels. Sur la question du CDD que j'évoquais tout à l'heure, le CDD dans le public, c'est jusqu'à 6 ans. Mais il n'y a pas de défilé dans la rue pour dire que c'est un scandale. Hein ? Et nous, pour arriver à allonger le temps du CDD et le nombre de renouvellements, et l'utilisation du CDD, parce que pour utiliser un CDD, il faut que ce soit en remplacement d'un congé maternité, que ce soit un poste uniquement temporaire, etc., etc. Les Italiens, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, ils n'ont pas de justification à donner sur l'emploi d'un CDD. Aucune. C'est quand même beaucoup plus flexible. Donc c'est pour vous dire qu'à chaque fois qu'on travaille sur ces sujets, on se rend compte que c'est un peu l'application des choses les plus difficiles pour le secteur privé et finalement, de l'autre côté, le secteur public ne suit pas. Et j'espère qu'on va arriver à renforcer les pouvoirs du Parlement en la matière, en termes d'études d'impact, d'évaluation véritable de chaque projet de loi, de chaque mesure qui sera adoptée, parce que ça c'est un sujet fondamental. Emmanuel Macron en a un petit peu parlé dans la campagne, ça a été un peu aussi évoqué par la droite, ça avait été beaucoup évoqué par François de Rugy justement dans la primaire de la gauche, hein, parce que nous on a suivi, vous le savez, toute la campagne présidentielle, on a fait un comparateur des programmes de la primaire de la droite, de la primaire de la gauche, de la présidentielle, ça a été un travail énorme. Ça nous a permis de bien connaître tous les candidats, et notamment Rugy était celui qui était le plus abouti sur ces questions d'évaluation des politiques publiques par le Parlement, de transparence, de contrôle, etc. Donc là, il a fait une conférence il y a 2 jours à l'Assemblée nationale avec tous les parlementaires, les think tanks, etc. Moi, j'y étais pas, j'étais à Bruxelles, mais il y avait Samuel Servière de mon équipe qui était sur place, et ils ont annoncé beaucoup de choses intéressantes. Nous, on va tout faire pour qu'ils aillent encore plus loin. Alors là, ils ont mis 7 groupes de travail en place, dont un va travailler expressément sur la question du contrôle de la dépense publique par le Parlement. Et ce que j'espère, c'est qu'on va arriver à avoir enfin cet organe d'audit, ou en tout cas un vrai staff pour travailler sur ces questions. Parce que l'Assemblée aujourd'hui, les parlementaires aujourd'hui, quand leur arrive un texte, ils sont incapables de faire leur propre évaluation. Ils sont obligés de prendre les évaluations de Bercy ou du ministère, mais ils n'ont pas leur propre capacité de chiffrage. Et ça, c'est très dommageable parce que, et ça, vous savez que c'est un sujet de l'IFRAP depuis très longtemps, les pays anglo-saxons, les pays scandinaves, se sont dotés d'outils qui travaillent vraiment pour le Parlement. Alors, le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques qui a été créé après la réforme constitutionnelle de 2008, est un ersatz de solutions, hein, parce qu'ils ont fait 4 rapports par an. J'ai vu leur bilan du quinquennat précédent, hein, de la législature. C'est très 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 faible. Hein. Et ils s'attaquent à des sujets qui sont minuscules par rapport au gigantisme de l'ensemble de la dépense publique. On est sur 1280 milliards de dépenses publiques, et eux, ils vont aller regarder un micro-sujet qui pèse quelques millions ou quelques milliards d'euros.
Donc cette bataille-là, je pense qu'elle est importante. Et ça me ramène à la question de la moralisation de la vie publique. Vous avez vu le texte qui est passé cet été. Nous, on avait beaucoup insisté sur le fait qu'on voulait que les indemnités représentatives de frais de mandat soient imposables. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'élu, le parlementaire qui vote l'impôt, doit payer l'impôt de la même manière. Et les indemnités représentatives de frais de mandat, ça n'a jamais été des notes de frais en réalité. Ça a toujours été un complément de revenu qui faisait que les parlementaires avaient un pouvoir d'achat supplémentaire, mais ils ne voulaient pas assumer vis-à-vis de leur circonscription, des citoyens de leur circonscription, d'être payés plus de 5 ou 6 000 euros par mois. Le problème, c'est qu'il vaut mieux avoir moins de parlementaires, mieux indemnisés officiellement, mais payant l'impôt sur leur véritable pouvoir d'achat, parce que sinon on fausse tout. J'en parlais avec un ancien ministre et parlementaire l'autre jour, il me disait: Agnès, la différence entre un député et un ministre, c'est que tu gagnes la même chose, mais quand tu es ministre, tu payes 2 fois plus d'impôts parce que tout est déclaré. Oui, mais ça, avec la mesure qui a été, avec ce qui a été adopté par le gouvernement, par le Parlement, décidé avec le gouvernement sur la moralisation de la vie publique, sur les IRFM, on ne va pas beaucoup sortir de ce système-là. Moi, je préférerais qu'on fiscalise les IRFM, ou alors qu'on indemnise, ou alors qu'il y ait des notes de frais qui soient encore remboursables, mais avec beaucoup de limites, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que les bureaux des assemblées, de l'Assemblée nationale et du Sénat vont décider. Ils n'ont pas encore été réunis pour déterminer ce qui va être remboursable ou pas dans le cadre des frais. Et je pense que la solution qui a été choisie n'est pas une véritable réforme de fond. Sauf s'ils donnent vraiment les informations comme dans d'autres pays, c'est-à-dire carrément on publie toutes les notes de frais de tous les parlementaires. Tout est mis en ligne. Mais ça, pour l'instant, je ne suis pas sûre qu'on va y arriver. C'est une possibilité. En tout cas, nous, dans la réforme constitutionnelle, parce qu'ils vont tenter de faire une réforme constitutionnelle, mais il ne vous a pas échappé qu'il y a des sénatoriales là, qui arrivent au galop, et que dans ces sénatoriales, En Marche va avoir des difficultés pour avoir plus de 40 sénateurs, et avec 40 sénateurs, plus leur groupe à l'Assemblée nationale, on n'atteint pas les 555 qu'il faut pour avoir une majorité pour une réforme constitutionnelle au Congrès. Donc là, cette question-là est quand même majeure, parce que derrière, s'il n'y a pas la majorité pour le Congrès, est-ce qu'ils vont vraiment réduire le nombre de parlementaires comme ils s'y sont engagés? Et derrière se pose la question, moi ce que j'aurais souhaité voir dans la réforme constitutionnelle, et je le mets dans mon livre, c'est une réduction du nombre d'élus locaux aussi. Parce qu'on a 645 000 élus en France. Il faudrait qu'on en ait à peine 100 000. Moi je propose 100 ou 114 000. Si vous prenez uniquement en Île-de-France, les élus d'Île-de-France, les communes, intercommunalités, départements, régions, Grand Paris, vous avez 30 000 élus. C'est plus que la totalité des élus du Royaume-Uni. Vous voyez? Mais ils sont moins bien indemnisés chez nous. Donc il faut indemniser mieux, c'est ce qu'on a sorti dans une étude il y a quelques mois, réduire le nombre d'élus, mais mieux les indemniser. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on va plaider auprès de ceux qui vont réfléchir sur cette réforme constitutionnelle. Et j'espère qu'on sera entendu sur ces questions, parce que avoir réduit le nombre de régions, mais avoir gardé le même nombre d'élus au niveau régional, c'est totalement ridicule. Et comment vous voulez ensuite expliquer aux agents qu'on va réduire le nombre d'agents ? Si les élus, quant à eux, gardent le même nombre de mandats et ne veulent pas réduire, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas cohérent. Si on veut demander aux agents d'accepter qu'il y ait une réduction du nombre des effectifs, de l'effectif, ce qui est absolument nécessaire, il faut aussi que les élus acceptent de réduire leur nombre. Et ça met du temps à percoler, parce que c'est sûr qu'on a fondé notre démocratie à la fois sur un nombre d'élus pléthorique, un nombre de mandats syndicaux pléthoriques, un nombre d'agents pléthoriques, et à la fin, quand vous avez cette sédimentation de ces 3 couches, vous avez beaucoup de mal à faire bouger le système. Alors, Emmanuel Macron et son gouvernement ne sont pas si mal placés que ça pour faire bouger les choses, parce qu'ils n'ont pas cette implication dans les territoires pour l'instant du mouvement En Marche. Donc ils n'ont pas tous ces élus locaux qu'avait
le PS ou les Républicains, qu'ils ont toujours quand même, et qui font que, vous voyez bien, c'est très amusant de voir sur les emplois aidés. Les emplois aidés, on dit on va réduire à 200 000 en 2018. Mais qui hurle le plus? L'Association des maires de France, dirigée par François Baroin, qui dit que c'est un scandale de vouloir réduire le nombre d'emplois aidés. Alors que dans le programme des Républicains, il y avait la réduction du nombre d'emplois aidés. On n'est pas à une contradiction près. Hein? Donc, sur ces questions-là, quand vous parlez au niveau national avec un élu des Républicains ou du PS, il va vous dire « Ah bah oui, il faut réduire la dépense publique ». Et dès qu'on va toucher à un sujet, il dit « Ah bah non, là, il ne faut surtout pas réduire le nombre d'emplois aidés, il ne faut pas réduire la dotation globale de fonctionnement, il ne faut pas, etc., etc., etc. » Et à la fin, ben, on ne baisse pas la dépense. Si on se remet dans une vision globale de ce que doit faire le gouvernement, c'est une transformation profonde de notre système. Mais vraiment profonde, c'est pas les coups de rabot, les 5 € sur les APL, etc., etc. Pour ça, c'était un peu un piège peut-être tendu par Hollande, j'en sais rien. Mais c'est par exemple sur les allocations sociales, l'idée de passer à une allocation sociale unique, imposable, plafonnée. Ce que nous on a proposé, qui a été un des sujets aussi dans la campagne présidentielle. Si vous faites que du travail d'un côté sur le RSA, de l'autre sur l'allocation adulte handicapé, la rentrée scolaire, les APL, on s'en sortira jamais. On a 47 aides différentes. Et à chaque fois, c'est hyper compliqué de toucher à l'un ou à l'autre. Donc ce qu'il faut aussi réfléchir, c'est est-ce que ce sont les départements qui doivent continuer à être à la manœuvre là-dessus, alors qu'on a déjà des taxes foncières qui explosent, etc., alors que c'est décidé au niveau du Parlement et du gouvernement de rehausser les dépenses, et les départements derrière n'arrivent pas à financer. Donc là, nous, on a proposé de finalement renationaliser toutes ces questions d'aide sociale. Si c'est le gouvernement qui décide de dépenser, il faut que ce soit lui qui soit là pour financer, et puis à un moment, il faut qu'il prenne ses responsabilités aussi en termes de transparence. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir, nous, à l'IFRAP, au niveau des CAF, au niveau de la CNAF, de la Caisse nationale des affaires familiales, on n'a pas les informations de qui touche quoi, quels sont les montants, de manière anonymisée, hein, mais en fonction de la composition des foyers, vous n'avez pas du tout d'informations sur les aides sociales cumulées par foyer. C'est impossible. Et on sait très bien qu'il y a une désincitation au retour à l'emploi en France à cause du cumul des aides sociales, mais personne n'a le droit de mettre son nez dedans. Et j'ai demandé à des présidents de conseils départementaux de demander les chiffres au niveau de leur CAF. C'est eux qui financent avec leur taxe foncière. Ils n'ont jamais réussi à obtenir les chiffres. Même les élus locaux n'ont pas les chiffres. C'est assez sidérant. Et j'en ai parlé aussi à l'Association des départements de France. Ils ont la même idée que moi là-dessus. J'ai été auditionnée au Sénat sur ce sujet, dans le cadre de la question du revenu universel et de l'aide sociale unique. Les sénateurs non plus n'ont pas eu accès aux données. Donc à l'intérieur de notre système, il y a des caisses qui sont en totale autogestion et qui ne donnent aucune information sur leur gestion. Nous, sur les caisses primaires d'assurance maladie, on a récupéré là les bilans sociaux. On n'a toujours pas publié, tellement on arrive à des nombres d'absentéisme, de jours d'absence élevés. Parfois le double que par rapport aux pires collectivités locales qu'on connaisse. On n'est toujours pas prêt à publier tellement les chiffres sont dingues. Mais pourquoi? Parce que là aussi, il n'y a jamais eu aucun contrôle. Il n'y a pas de transparence. On ne sait pas. Donc quand on commence à mettre le projecteur dessus et qu'on voit les chiffres, on se dit mais on s'est sûrement trompé. Donc on est en train de vérifier, on est en train d'échanger avec les caisses primaires d'assurance maladie pour savoir si on a vraiment les bons chiffres, parce que le jour où vous mettez ça dans la presse, ça fait mal quand même. Hein. Donc à chaque fois qu'on veut avoir des informations, c'est pareil sur les opérateurs de l'État. Là, on est en train de travailler sur ces questions-là, c'est très intéressant. Il y en a énormément d'opérateurs de l'État. Pour avoir des informations chiffrées, les comptes, les bilans, etc., il faut être très, très, très accroché. Hein. Donc, est-ce que ce gouvernement va être prêt à faire la lumière sur toutes ces données publiques? J'espère. Est-ce qu'il va être prêt à transformer véritablement, comme il faut le faire, c'est-à-dire aligner vraiment les systèmes de retraite, mais avec un vrai calcul qui soit identique,
Revenir sur les questions d'assurance maladie. Sur l'assurance maladie, il n'y a aucune proposition vraiment intéressante dans les différents programmes. Hein. Les programmes présidentiels étaient hyper faibles là-dessus. Hein. Il y a 14 milliards de coûts de gestion dans l'assurance maladie, en comptant assurance maladie et complémentaire santé. Là, il suffit d'avoir des caisses en concurrence au premier euro et vous baissez de 4 ou 5 milliards d'euros les coûts de gestion. Ça ne gêne pas les agents publics d'avoir une caisse qui est gérée par une mutuelle, la MGEN, la mutuelle générale des enseignants. Bah, eux, ils ont la délégation de service public, il n'y a pas de problème. Hein. Mais le faire par d'autres, pour l'instant, ils ne sont pas prêts. Les Allemands, les Hollandais, partout, ils ont fait ça. Et quand on voit la réforme du RSI, là, moi je me dis, attention, c'est pas la réforme qu'on attendait. La réforme qu'on attendrait, ce serait une réforme, on dit voilà, il y a un filet social, et puis derrière, vous pouvez prendre d'autres assurances. Vous n'êtes pas obligé de prendre le total package à 47% de cotisation. Donc, je suis en train de préparer un papier là-dessus, là, mais je n'ai pas encore terminé parce que c'est assez compliqué. Hein, entre les auto-entrepreneurs, les doublements de plafond, l'année blanche, toutes les mesures qui ont été proposées, c'est quand même assez technique. Et puis il y a toute la question de la TVA qui se greffe par-dessus. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'on avait proposé. Nous, ce qu'on avait proposé, et par rapport à une comparaison qu'on avait faite avec les autres pays, c'est de dire, attention, aucun autre pays n'impose à 47% obligatoire ses indépendants. Aucun. Les Allemands sont dans les 30 et quelques, les Pays-Bas c'est pareil, le Royaume-Uni c'est à 9. Non, les Allemands c'est même moins que ça. Donc on est vraiment les plus chers en termes de cotisation imposée à nos indépendants. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va adosser au régime général qui coûte encore plus cher en termes de cotises. Et on va avoir un problème encore un problème entre auto-entrepreneurs et indépendants classiques. Comment on fait? Alors, on shift de l'un à l'autre, d'une année sur l'autre, en fonction du chiffre d'affaires. Pour l'instant, je ne vois pas comment ça va s'appliquer concrètement et quels effets positifs ça va avoir. Le RSI, la réforme du RSI aurait pu être le laboratoire d'un début de choix de concurrence dans le système assurantiel. C'est pas ce qui est choisi pour l'instant. Et la CNAM et la CNAV, on voit qu'ils sont tous en train d'essayer de mettre la main sur le système parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'il y ait des démarrages comment dire, de concurrence qui peuvent montrer que finalement on peut aller s'assurer ailleurs et que c'est aussi bien, voire mieux. C'est toute la question de l'éducation aussi, j'en ai très peu parlé. On a quand même un ministre qui est assez courageux, Jean-Michel Blanquer, qui dit qu'il faut copier ce qui marche dans le privé, dans le public. C'est bien. Jamais aucun ministre de l'Éducation ces derniers temps n'avait osé dire ça. Il parle d'autonomie. La question, c'est est-ce que derrière, on va être capable de dire il faut faire gérer des établissements publics par des établissements privés, il faut permettre de faire sauter la règle du 80-20 qui veut qu'il n'y ait que 20% des élèves d'une classe d'âge qui soient scolarisés dans le privé sous contrat. Peut-être qu'on pourra essayer, en tout cas, territoire par territoire, de faire sauter un peu cette règle du 80-20. Bon, il ne faut pas non plus rêver, hein, mais... il y a peut-être des possibilités. En tout cas, du côté du ministère de l'Éducation nationale, moi, ça fait des années que j'attends les dépenses de masse salariale par établissement. Là, on est au tribunal administratif et on n'a pas de réponse encore. Ils disent qu'ils n'ont pas les chiffres. Ils ne savent pas combien ils dépensent en masse salariale par établissement sur l'ensemble du territoire. Et j'ai encore des retours... là de l'avocat qui me dit on n'arrive pas à avoir les informations. Alors qu'on sait très bien qu'au niveau des académies, ils ont ces chiffres et que si on avait ces chiffres, ça nous permettrait de montrer qu'on ne dépense pas du tout la même chose par élève sur l'ensemble du territoire, y compris dans l'enseignement public, et ça ferait beaucoup sauter cette idée d'égalité des chances qu'en fait qui n'existe pas et qui existerait certainement plus si on confiait plus l'enseignement au privé que ça n'est le cas aujourd'hui. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Jacques Attali et Jean-Hervé Lorenzi au MEDEF, puisque j'intervenais aux universités d'été du MEDEF avec eux, et ils disaient il faut changer l'éducation, il faut changer l'éducation, il faut changer l'éducation. Alors j'ai dit oui, il faudrait surtout confier l'éducation plus au privé, ce serait mieux. Alors là, tout le monde dans la salle applaudit et ils n'étaient pas contents.
Alors, il faut changer l'éducation, mais il ne faut surtout pas faire ce qui marche. Hein. Ça marche, c'est moins cher, ça forme mieux, mais il ne faut pas copier. Hein. Surtout pas. Mais là, je pense qu'à terme, les Français, ils votent quand même un peu avec leurs pieds. Hein. Vous voyez les listes d'attente qu'il y a dans les établissements d'enseignement privé, et c'est pas que des questions confessionnelles qui emmènent les parents à vouloir scolariser leurs enfants dans l'école privée sous contrat. Donc, et puis il y a beaucoup d'écoles hors contrat qui fleurissent aussi et qui sont plébiscitées par les maires. D'où la proposition de la Fondation IFRAP, et là aussi je vais pousser les régions la semaine prochaine sur ce sujet, de gérer l'éducation au niveau local. Il n'y a aucune raison de garder 1 million d'agents d'enseignement gérés au niveau central, comme on le fait aujourd'hui. Et vous savez bien, quelqu'un qui naît à Dax, qui veut devenir professeur, qu'on envoie dans l'académie de Créteil, toute sa vie, il va avoir qu'une envie, c'est de revenir ici. Ce serait beaucoup plus simple d'embaucher au niveau local les professeurs qui sont formés ici et qui enseigneraient ici. Parce que le sujet de la plupart des professeurs, c'est de revenir dans leur académie d'origine. Il ne faut pas se leurrer, hein, ça fait partie des sujets permanents au sein de l'éducation nationale, et aussi de la puissance et du pouvoir des syndicats, hein, qui donnent les points et qui permettent les affectations derrière. Donc vous voyez, le sujet est gigantesque, hein, de ce qu'il faut faire. De toute façon, je ne pense pas qu'en 5 ans, on puisse mener l'ensemble de la réforme qu'il faut pour la France. Je pense que de toute façon, ça prendra 10 ans. Est-ce que ça a commencé là, en ce moment? Pour l'instant, je vous ai dit, c'est pas encore assez ambitieux par rapport à ce qu'il faudrait. Moi, ce que je déplore, c'est qu'il n'y ait pas des objectifs véritablement chiffrés. Par exemple, sur le taux de prélèvement obligatoire, ça ne suffit pas de baisser d'1 point le taux de prélèvement obligatoire. Il faudrait baisser de plus. Il faudrait baisser de 3 ou 4 points. Mais s'il n'y a pas cet objectif affiché par le gouvernement dès le début du quinquennat, j'ai pas beaucoup d'espoir qu'ils baissent que de plus d'1 point. Et ils vont dire, on avait dit qu'on baisserait de 20 milliards, on a baissé de 20 milliards, et puis voilà. Et oui, mais le problème, c'est que derrière, ça ne permet pas à la France de restaurer totalement sa compétitivité. Parce que les Allemands, ils sont à 38, nous on est à 44,7. Hein. Vous voyez l'écart? C'est gigantesque. Sur les entreprises, c'est 130 milliards de plus, hein, qui pèsent sur nos entreprises en termes d'impôts par rapport aux entreprises allemandes. Vous voyez l'enjeu. L'enjeu, c'est pas 20 milliards. Hein. C'est beaucoup plus. Nous, on avait proposé 87 milliards de baisse d'impôts. Donc on va rester sur nos objectifs, nous, à dire attention, ça ne suffit pas. Et sur la baisse de la dépense, la crainte que j'ai, c'est qu'ils attendent d'être aidés par la croissance et par une conjoncture plutôt favorable, et qu'ils évitent de réellement réaliser des économies dans le dur. Et ça, c'est quand même très ennuyeux, parce que tant que vous n'avez pas de baisse de dépenses, vous ne pouvez pas avoir de véritable baisse de la fiscalité. Donc nous, à la Fondation IFRAP, avec toute mon équipe, parce qu'heureusement je ne suis pas seule pour faire tout ça, avec moi j'ai une équipe formidable, à la fois de bénévoles et de salariés, et on mène ces travaux ensemble depuis des années. On va rien lâcher. On ne va pas être agressif. On ne va pas être dans l'idée de contester en permanence ce qui est fait, parce qu'il y a de bonnes intuitions, il y a des choses intéressantes qui sont faites. Je peux vous dire que la loi de confiance là, qui a été votée à l'Assemblée cet été, jamais ni le PS ni les Républicains l'auraient votée. Hein. En 2012, quand on a commencé à travailler sur comment était utilisé l'argent du Parlement, les députés de droite comme de gauche m'ont dit surtout Agnès, ne t'en occupe pas, tu vas faire monter le Front National. Hein. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'était compliqué, ne serait-ce que de regarder comment étaient utilisés les deniers de l'Assemblée, alors même qu'on ne peut pas du tout imaginer que des parlementaires vont vouloir évaluer correctement les politiques publiques s'ils n'utilisent pas de manière rigoureuse et transparente les deniers qui leur sont confiés au niveau des assemblées. C'est pas possible. Ça reste un demi-milliard d'euros le budget de l'Assemblée, c'est pas gigantesque. Mais néanmoins, vous ne pouvez pas demander aux autres d'utiliser correctement les deniers publics si vous êtes vous-même dans une démarche d'opacité et voilà.
Le sujet, c'est pas qu'ils soient mal indemnisés, c'est pas qu'ils aient pas de moyens, qu'ils aient les moyens nécessaires, mais que ce soit clean. Voilà. Et ça, je pense qu'il y a eu quand même une évolution. Hein. Donc, je crois aussi qu'il faut aider ceux qui ont envie de faire des réformes. Donc, nous, on sera là pour faire des propositions, faire des notes, débattre, faire avancer les idées. Et je pense qu'on aura beaucoup de sollicitations pendant les 4 ans qui viennent. Ça a déjà commencé. On n'a jamais eu autant de travail. On n'a jamais eu autant de sollicitations, d'émissions, de conférences, d'auditions, etc. Et je dois dire que les cabinets ministériels sont assez ouverts pour nous recevoir, pour échanger avec nous, les ministres y compris, parce que à force, on les connaît aussi. Hein, voilà. Et donc c'est très intéressant, cette période est très intéressante. Ça ira sûrement pas aussi loin que ce qu'on souhaiterait, mais en tout cas, c'est pas du Mélenchon.